Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé à la remise de la première phase des travaux de rénovation du centre hospitalier régional de Daloa en vue de rapprocher l'offre de soins des populations afin d'améliorer leurs conditions de vie. Le CHR de Daloa couvre 4 départements, Daloa, Issia, Vavois et Zoukoube, avec une population de plus de 1,5 million d'habitants. Lutte contre la cherté de la vie en vue de favoriser la baisse des prix des denrées alimentaires de grande consommation. Le gouvernement ivoirien a arrêté certaines mesures, 8 au total, des mesures saluées par les organisations de consommateurs qui se sont exprimées par voie de conférence. Des échos de cette conférence dans cette édition. Sport football, Jeux Olympiques de Tokyo. Après sa victoire contre l'Arabie Saoudite, la Côte d'Ivoire a décroché le match nul face au Brésil. 0-0 ce dimanche. Les deux équipes ont terminé à 10 contre 10. À suivre le récit de Arsène Kouassi et Salif Ouattara. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous. L'école ivoirienne est l'affaire de tous. Elle sera ce que nous, Ivoiriens, aurons voulu qu'elle soit. Il nous appartient d'assurer à notre jeunesse, toujours plus nombreuse et vivante, une éducation, une formation de qualité pour l'enraciner dans la citoyenneté et la faire prospérer durablement sur un marché du travail compétitif en lui donnant accès à des emplois décents, motivants et bien rémunérés. Ces mots, mesdames et messieurs, sont extraits du discours prononcé par le chef du gouvernement Patrick Achi à l'ouverture officielle des États généraux de l'éducation nationale, des mots qui ouvrent le champ de la réflexion et situent sur le sens de la responsabilité de chacun des citoyens de ce pays quant à la trajectoire qu'il convient de donner à l'éducation en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas là le sens des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation qui se tiennent en ce moment sous la houlette de la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné? États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, enjeux et perspectives. Nous en parlons ce dimanche dans le cadre du magazine de ce 13h avec notre invité, M. Binet John Francis, commissaire général des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Monsieur le commissaire général des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, merci d'être avec nous. Bienvenue sur ce plateau. Merci, M. Guivet. Alors, quelle solution pour sauver l'école ivoirienne, cet ascenseur social? Des mots qui, justement, la traumatisent. Nous en parlerons dans une demi-heure. Mais avant, direction Daloa. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'hier samedi, du côté de la ville, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a procédé à la remise de la première phase des travaux de rénovation du centre hospitalier régional CHR en vue de rapprocher l'offre des soins des populations afin d'améliorer leurs conditions de vie. Le reportage de Mahama Traoré. Après l'hôpital général d'Adjamé, Patrick Achi est ce samedi à Daloa pour la réouverture des services de santé, fermés pour travaux depuis plusieurs mois. La maternité et ses 2 blocs opératoires font désormais peau neuve. La pédiatrie rénovée se voit équipée de couveuses et d'inhalateurs pour les nouveau-nés. La diabétologie et les laboratoires bénéficient aussi de matériel de pointe pour les examens d'hématologie et de biochimie. Cette rénovation d'envergure sonne la fin d'un calvaire pour les populations. Il n'était pas rare de voir 2 enfants sur le même lit, alors que certainement qu'ils n'ont pas les mêmes pathologies, vous voyez. C'était malheureusement nos réalités. L'hôpital était saturé quelquefois et on voyait des gens assis par terre. Si je sais que cette rénovation va permettre pour que le malade soit à l'aise avant d'être soigné. Toutes nos populations m'ont investi d'une importante mission qui consiste à vous demander de traduire au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le bosseur infatigable, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire nouvelle, leur profonde gratitude et leur infinie reconnaissance pour cette action d'une importance vitale. Ce n'est que la première phase des travaux, une deuxième est en vue, le tout pour un investissement de plus de 18 milliards de francs CFA. La deuxième phase de la réhabilitation concernera 12 autres services de spécialité que sont le cabinet dentaire, la cardiologie, l'ORL, l'ophtalmologie, la gastro-entérologie, la dermatologie, la rhumatologie, la chirurgie, la médecine, la radiologie et les bâtiments des hospitalisations. À terme, le CHR de Daloa passera de 120 lits à 200 lits afin d'améliorer la qualité des soins et la prise en charge des malades, mais aussi offrir un meilleur cadre de travail au personnel de santé conforme aux normes.
Le chef du gouvernement insiste alors sur le fait qu'il revient à présent au personnel soignant de faire sa part. Quand on a offert un tel plateau technique qui vous met dans des conditions de travail les meilleures, vous puissiez faire également votre part. Quelquefois, quand le malade arrive, il est déprimé, il est désespéré. Et tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on va visiter, il ne le voit même pas. Parce qu'il pense à sa maladie. Dans ces moments-là, c'est vous seul qu'il voit. Un simple sourire, un simple mot gentil de votre part, c'est plus que tous les médicaments que vous allez donner. Parce qu'il attend le réconfort, il attend l'attention, il attend l'apaisement, il attend l'espoir et veut chercher à lire dans vos yeux que sa maladie-là, il va guérir. La modernisation des structures sanitaires du pays entre dans la dynamique d'un vaste programme entrepris par le gouvernement depuis 2019. Il va coûter plus de 850 milliards de francs CFA. Et on reste à Daloa où le chef du gouvernement a procédé à l'ouverture officielle du guichet emploi de l'université Jean-Laurion-Guédé. Un guichet emploi pour faciliter l'insertion des étudiants dans le monde du travail. On retrouve Mahama Traoré. Cette plaque dévoilée et ce ruban coupé par le Premier ministre ouvre officiellement le guichet emploi de l'université Jean-Laurion-Guédé de Daloa. Devant cette dizaine d'ordinateurs, il est désormais possible aux étudiants d'entreprendre des démarches de recherche d'emploi, rechercher et même postuler à certaines offres d'embauche proposées par les entreprises via l'agence Emploi Jeunes. Avant, pour les recherches d'emploi, on était obligé soit de se promener sur les sites tels que les réseaux sociaux, Facebook. Et si par chance nous tombons sur un site qui nous dit que nous avons tel nombre d'emplois disponibles, nous postulons. Et il arrive des moments où, lorsque nous tombons sur l'information, nous sommes déjà à la fin de l'offre. Et ça permet à plusieurs étudiants, ça fait que plusieurs étudiants n'arrivent pas à postuler à ces offres-là. Ce site nous permet de pouvoir avoir accès à plusieurs offres, plus fiables, c'est plus sûr, parce que là-bas, les offres sont un peu plus spécialisées dans telle spécialité et autres. Après l'ouverture du guichet emploi, le Premier ministre, accompagné de plusieurs ministres, s'est rendu en amphi pour échanger avec les étudiants sur la vision du gouvernement concernant l'insertion des demandeurs d'emploi. Tout ce programme, ce que le gouvernement fait, ce qu'on met en œuvre, c'est de faire en sorte que chaque fille et chaque fils, ici en Côte d'Ivoire, ait accès à une vie décente et à une vie digne, puisse avoir accès aux soins de santé, puisse avoir accès à l'éducation, puisse avoir accès au transport et à la mobilité, puisse avoir accès à l'emploi et puisse se rémunérer suffisamment pour se prendre en charge lui-même et sa famille et avoir une vie digne. Et je voudrais vous dire que votre avenir est entre vos mains. Et dites-vous que tout est possible, que vous pouvez avoir toutes les ambitions, que la seule limite aux rêves que vous avez, c'est vous-même et personne. Si vous avez foi en vous, si vous êtes discipliné, si vous êtes rigoureux, si vous êtes travailleur, le ciel est votre guide, rien d'autre. L'ouverture de guichet emploi de l'université de Daloa intervient après celle de Boaké. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes compte étendre cette initiative à 4 autres universités. Et puis vous le savez certainement, la médecine moderne tire ses origines des plantes médicinales. À Daloa, le cabinet du naturothérapeute Dogbe Francis a offert 450 pépinières de plantes médicinales à l'université Laurion-Guédé de Daloa. Ce est le fruit d'un partenariat entre l'université de Daloa et en particulier, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le cadre du traité d'amitié et de coopération, le TAC, les experts ivoiriens et burkinabés tiennent une rencontre sur 2 jours. Les travaux ont démarré hier samedi. Ils se déroulent en commission et en plénière. Les résultats de ces travaux conduits par des experts seront entérinés par les ministres et serviront à préparer la 9e conférence au sommet des chefs d'État du TAC qui se tient en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. Cocody, Sofitel Hôtel Ivoire, début des travaux des experts. Première étape des activités préparatoires de la 9e conférence au sommet des chefs d'État du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les experts ivoiriens et burkinabés, à l'ouverture des travaux, affichent leur ferme volonté de travailler avec rigueur pour une coopération fructueuse.
Il vous souviendra qu'à l'issue des travaux de la 4e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation, il avait été fait le constat que l'objectif de l'exécution de l'ensemble des diligences dévolues à nos États n'était pas encore atteint, quand bien même des avancées notables ont été enregistrées dans la gestion commune des dites diligences. Tenant compte des résultats de cette évaluation, il nous faudra, dans le cadre de cette réunion statutaire des experts du TAC, proposer des recommandations et des stratégies pertinentes pouvant permettre de résorber les difficultés et les pesanteurs qui ralentissent encore les efforts de mise en œuvre de ces diligences. Au cours des travaux qui vont durer 2 jours, les experts des 2 pays vont se pencher sur les différentes préoccupations des 2 peuples. Les thématiques suivantes feront l'objet de nos travaux. On peut noter entre autres le projet de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, le projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouaga-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, la question de l'énergie électrique et des hydrocarbures, la matérialisation des frontières, le transport aérien, l'éducation, la migration, le commerce et le transport. Les différentes recommandations de ces 2 jours d'échange seront portées au ministre des Affaires étrangères des 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui s'inscrit dans la logique du renforcement de l'idée de l'intégration des peuples, ce qui suppose également que l'on s'intéresse à la culture de ces peuples. Et au cours de son séjour au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, notre reporter Eric Goré a été profondément marqué par la culture du respect des aînés qui est pratiquée dans ce pays. Le respect des aînés est une de ces grandes valeurs inculquées aux plus jeunes, et cela, dès le bas âge dans le cercle familial, on y accorde une importance capitale. Suivons ensemble son reportage. En grandissant, tu trouves ton grand frère. Vous voyez ton papa. Toi, tu ne peux pas ne pas vous voyez ton papa. Tu ne peux pas dire tu à ton papa. Au Burkina Faso, le respect se transmet de génération en génération. Il est basé sur des valeurs traditionnelles. Ici, les enfants vous voient très souvent leurs parents, sans toutefois omettre des postures qu'ils prennent quand ils sont en face d'eux. Cette jeune fille est de père burkinabé et de mère ivoirienne. Toute son enfance s'est faite en Côte d'Ivoire, avant de venir poursuivre ses études au Burkina Faso. C'est après le bac que je suis arrivée au Burkina ici. J'ai décidé de rentrer, venir connaître aussi la famille Bangré, puisque je ne connaissais pas véritablement ma famille d'ici. Donc ça n'a pas été facile dans les débuts. Puisque quitter un pays, un autre pays, vu les traditions d'ici, commence à baisser, saluer les autres. Abidjan, ici, c'est différent en fait, en manière d'éducation. Voilà. Donc c'est ici, j'ai appris d'autres valeurs. Ces valeurs sont enseignées dans la cellule familiale. Le respect des parents, des aînés et le respect mutuel sont imposés aux enfants. C'est inné, parce que depuis la nuit des temps, quand même, nous savons que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont toujours respecté quand même cette hiérarchie-là. Voilà, de père en fils, ça, il va de soi. Et si vous ne le faites pas, ça, il faut reconnaître que ce serait un élément, un enfant quand même qui ne serait pas du tout admis au niveau de la famille. Et on n'hésiterait pas à un moment donné, par désobéissance quand même, à vous bannir de la famille. Hein. C'est comme ça. Donc cette hiérarchie a été imposée depuis la nuit des temps. Les Mossés sont un peuple qui ont toujours vécu dans une société fortement hiérarchisée. Et cette hiérarchie fait que les Mossés, dans leur grand ensemble, sont fortement disciplinés par rapport à la hiérarchie, par rapport à l'ordre. On n'apprend pas à l'enfant au Burkina Faso à contester. Voilà. Ça veut dire que quand le vieux parle, tu ne peux qu'écouter. Donc ce qui fait que voilà, c'est comme une formation. Voilà. Et ça ne fait que continuer. Voilà, ça, au niveau des grands frères, etc., etc. C'est une habitude de la société. Et c'est depuis le bas âge que les enfants reçoivent cette éducation de façon rigoureuse. Les enfants aussi, comment vous les formez? Les enfants, on le prend comme nous aussi, le parent nous prend. Donc maintenant, ils respectent leur papa. On l'apprend. Respecte celui qui te dépasse. Tu respectes tes grands frères. À maman aussi? À maman aussi, oui. À l'école aussi, on apprend.
Surtout la maman inclut ça, le respect. La maman nous apprend à respecter nos aînés d'abord, même ceux qu'on ne connaît pas, et dans la famille aussi. Un tour au campus de Ouaga pour faire le constat. Des jeunes étudiants aperçus en plein échange avec le professeur à la fin des cours. Ceux qui ont été éduqués au village, en tout cas selon les conditions de l'Afrique, c'est des gens vraiment polis, très polis. Comment ça? Polis, respect. Par le comportement, par le langage, ils sont polis. Ils ne sont pas agressifs. Il y en a même qui ont tendance même à se croiser les bras pour saluer le professeur. L'éducation rigoureuse, une approche qui produit forcément de bons résultats. Ainsi, chacun connaît sa place dans la société burkinabé. C'est d'entrée de jeu qu'il faut cadrer les choses. Dès les premiers contacts avec les étudiants, il faut définir les règles de base, aussi bien dans la salle de classe qu'à l'extérieur. Une fois qu'on établit ces règles, je pense que tout se passe assez bien. Bon, vous avez eu à voir, entre-temps, quand vous êtes venus, que j'ai discuté avec eux. Parfois, on est, je vais dire, un peu, pas forcément maternel, mais en tout cas très proche d'eux. Par moments aussi, on sait garder de la distance pour qu'ils sachent qui est l'enseignant et puis qui est l'étudiant. Le respect au Burkina Faso est d'abord une valeur traditionnelle. Outre la cellule familiale, le Burkinabé se distingue dans tout son entourage par le respect tout court. C'est notre base de vivre même cette éducation. Respect de la personne âgée, l'amour de l'enfant, c'est ça notre base de vie. Donc ça fait que, bon, il y a moins de problèmes. Sur le plan social, le chef travaille avec le ministère de l'Action sociale. Il travaille aussi avec un peu les affaires juridiques, parce que ce n'est pas tous les problèmes qu'on peut juger. Il y a des choses qu'on peut se réunir en famille pour essayer de les résoudre. Le Burkina Faso, un pays qui se modernise avec les pieds dans la tradition. Des valeurs inculquées dès le bas âge, voilà qui confirme la célèbre citation « L'enfant est le père de l'homme ». Retour en Côte d'Ivoire où l'actualité ces derniers jours, vous le savez, est marquée par la question de l'évolution du coût des denrées alimentaires sur les marchés. En vue de favoriser la baisse des prix sur les denrées alimentaires de grande consommation, le gouvernement ivoirien a arrêté certaines mesures, 8 au total, des mesures saluées par les organisations de consommateurs qui se sont exprimées par voie de conférence. Franck Quadio. En tout cas, dans ces 2 jours-là, le marché est très cher. Si tout banane même là, on ne peut pas payer. Actuellement, banane, il faut 1000 francs, 2000 pour pouvoir avoir banane. Au petit marché de Cocody comme ailleurs, le même langage tenu par les consommateurs. La flambée des prix des denrées de grande consommation, une réalité. Les clients payent nous les chocs, c'est pas nous. C'est là où on s'en paye là. En tout cas, le prix a monté vraiment. Des prix à la hausse qui interpellent. Et le gouvernement a pris la pleine mesure des plaidoyers. Une série de mesures d'ailleurs arrêtées en Conseil des ministres du 21 juillet dernier. Face à la relative hausse des prix de certains produits de première nécessité, le Conseil a arrêté les mesures ci-après. Il s'agit également de l'encadrement des produits de consommation de première nécessité, tels que le riz, l'huile de palme raffinée, la viande de bœuf, la farine. Il s'agit également donc de renforcer la surveillance du marché, notamment le contrôle de l'affichage des prix, mais également le contrôle des prix réglementés. L'intensification de la communication sur les prix et les actions menées dans le cadre de la lutte contre la vie chère. La révision de la norme ivoirienne sur le pain, de l'installation des comités locaux de lutte contre la vie chère et du renforcement de la lutte contre le racket sous toutes ses formes. Ces mesures, au nombre de 8, prises par les autorités, fait suite aux négociations menées par ces organisations de consommateurs. Face à la presse, ces dernières traduisent leur reconnaissance au gouvernement. Nous avons travaillé longtemps avec notre tutelle, le ministère du Commerce et de l'Industrie, et cela a abouti au dernier Conseil des ministres à la prise d'un certain nombre de mesures. Donc oui, immédiates. Il était important pour nous déjà de dire merci aux autorités pour ces mesures immédiates-là. Et deuxièmement, il était important que nous sensibilisons et nous exhortons nos autorités à la mise en place d'un comité de suivi
et d'évaluation de ces mesures immédiates là qui sont censées vraiment soulager rapidement les consommateurs. Nous allons faire de telle sorte que toutes les villes de la Côte d'Ivoire, communes, villages et campements puissent se retrouver, puissent veiller à l'application des 8 mesures qui ont été arrêtées par le gouvernement. Des organisations de consommateurs qui appellent à plus de solidarité populaire dans la lutte contre la cherté de la vie. Le souhait aujourd'hui, une rencontre à la primature avec le chef du gouvernement. Et puis dans le fil de l'actualité, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a pris part à une conférence de rédaction du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, comme vous pouvez le voir sur ces images. Avec les journalistes de ce quotidien, Bruno Nabagné-Koné a échangé sur les sujets qui font l'actualité en ce moment. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. S'il faut également savoir, c'est que la Covid-19 est toujours présente en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas baisser la garde. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 24 juillet 2021 81 nouveaux cas de Covid-19 sur 3050 échantillons prélevés, soit 2,6% de cas positifs, 54 guéris et 0 décès. À la date du 24 juillet 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 49 554 cas confirmés, dont 48 778 personnes guéries, 324 décès et 452 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 765 030. Le 23 juillet, 6 650 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 925 083 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. On parle à présent de développement local dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des communes pour la promotion de la cohésion sociale. 12 infrastructures ont été réalisées dans divers domaines depuis 2012 dans les communes d'Abobo et d'Yopougon. Initiative portée par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et financée par la JICA, la coopération japonaise. La phase 2 du projet achevée, les promoteurs de ce projet et les représentants des communes bénéficiaires ont pris part à une rencontre de présentation des acquis. Walter Amadou Ouattara. La phase 2 du projet de renforcement des communes pour la promotion de la cohésion sociale dans le Grand Abidjan, dénommé COSEI, a permis à Abobo et à Yopougon d'obtenir plusieurs infrastructures. Des routes qui ont été bitumées, il y a des écoles qui ont été réhabilitées à Saint-Hubert, il y a eu à Yopougon en Anéré, il y a plus de 6 quartiers qui ont pu pour bénéficier de la réalisation de ces infrastructures au niveau de Yopougon. Nous avions une attente, c'est qu'on puisse bénéficier encore de ce projet pour l'étendre donc à toute la commune. L'entité qui finance ce projet, à savoir l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, a bien voulu faire un point de 12 réalisations à Abobo et à Yopougon. Nous croyons que ce projet a eu des effets positifs pour la confiance entre les résidents et ainsi que la confiance envers l'administration communale. Des panels animés principalement par Lazare Dagodjaï, directeur général de la décentralisation et du développement local. À ses côtés, Afiza Berté, directrice de cabinet du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, ont situé les motivations du projet COSEI. Il me plaît de rappeler que le projet COSEI est une initiative qui vise à promouvoir la cohésion sociale à travers l'adoption d'une démarche participative et inclusive dans l'exécution des projets communautaires et l'amélioration des services publics fournis par les collectivités territoriales. La rencontre de ce jour m'offre l'agréable occasion, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, d'exprimer au peuple japonais et à son gouvernement toute la gratitude du gouvernement ivoirien pour l'ensemble des actions réalisées en Côte d'Ivoire. Cette rencontre a permis de mettre également en lumière des activités de promotion de la cohésion sociale par le biais de la coopération entre les mairies et les populations sur la base de l'expérience japonaise tirée du projet COSEI.
Et l'actualité est également sportive, vous le savez, avec ces Jeux Olympiques qui se déroulent du côté de Tokyo, au Japon et la Côte d'Ivoire. Notre pays était sur l'aire de jeu aujourd'hui après sa victoire contre l'Arabie Saoudite 2-1. La Côte d'Ivoire a décroché le match nul face au Brésil ce dimanche aux Jeux Olympiques donc de Tokyo. Les deux équipes ont terminé à 10-10. Les éléphantaux n'auront besoin que d'un point mercredi prochain face à l'Allemagne pour valider leur billet pour les quarts de finale. Arsène Kouassi et Salif Ouattara. Après sa victoire contre l'Arabie Saoudite, la Côte d'Ivoire décroche un bon match nul face au Brésil ce dimanche aux Jeux Olympiques de Tokyo. Entrés difficilement dans le match, les éléphants de Côte d'Ivoire se font peur avec une grosse alerte. Mais la réaction des pachydermes ne se fait pas attendre. Max-Alain Gradel profite d'un contre rapide, mais sa frappe trouve le petit filet. En confiance, les poulains de Choalou Haïdara se retrouvent même en supériorité numérique suite à l'expulsion de Douglas Luiz qui accroche Youssouf Daou. Dès lors, les Ivoiriens se montrent plus entreprenants. Mais le portier brésilien Santos met tour à tour en échec Amad Diallo et Franck Kessié. Dans son but, Ira Tapé n'est pas en reste et réalise une claquette décisive sur un tir vicieux d'Anthony avant la pause. Les éléphants laissent passer leur chance durant les 45 premières minutes car le second acte se révèle en faveur des Oriverdes qui maintiennent la pression sur le but des Ivoiriens. Des éléphants réduits à 10 en fin de partie suite à l'expulsion de Boué Kouassi. Mais avec un Ira Tapé décisif à 2 reprises, les éléphants U23 tiennent bon et décrochent un match nul, 0-0. Chaque équipe ayant eu sa mi-temps. Un résultat tout de même encourageant pour la Côte d'Ivoire en attendant sa dernière sortie face à l'Allemagne ce mercredi 27 juillet 2021. À l'instant, le récit de Salif Ouattara. On reste en sport, en football. Depuis sa prise de fonction le 21 juin dernier, le président du COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, François-Albert Amicha, multiplie les rencontres avec les différents ministères concernés par l'organisation de la CAN 2023. Les questions d'hébergement, de restauration et de loisirs étaient au centre d'une rencontre entre Albert François Amicha et Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. Konaté Nkamblé. Les questions d'hébergement, restauration et loisirs des participants à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 étaient au cœur de cette rencontre d'échange entre François-Albert Amicha, président du COCAN, et Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. Entouré par les responsables des différentes commissions techniques, François-Albert Amicha a exprimé quelques préoccupations relatives aux villes d'Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro devant abriter les compétitions. En réponse aux préoccupations du président du COCAN, Siandou Fofana a fait l'état des lieux de l'existant en termes d'hébergement hôtelier et de restauration avant de présenter le dispositif mis en œuvre et les projets pilotés par son ministère. Il y a la construction de 6 hôtels au cours de... avec la garantie souveraine de l'État, il va y avoir une levée des fonds et donc on a déjà identifié les banques qui sont prêtes à apporter les ressources. C'est une opportunité qui nous est donnée et donc l'idée ici c'est de faire en sorte que ces travaux s'achèvent avant la CAN. On procède en ce moment à l'acquisition d'un bateau qui est une exclusivité mondiale qui vient avant la fin de l'année et c'est un bateau de 11,50 mètres qui abrite des chambres de luxe avec une piscine et des clubs de cigares, des bars et des clubs de détente. Le ministre Siandou Fofana a également annoncé la construction d'hôtels de 4 à 5 étoiles selon l'importance des villes, le lancement d'un concours de gastronomie en vue de labelliser les restaurateurs officiels et la mise sur pied de circuits touristiques propres aux différentes localités d'accueil. D'office, tous les directeurs régionaux recevront des notes circulaires pour être à la disposition du COCAN et que toute visite du COCAN qui arrive, qui se rende totalement disponible et soit partie prenante. Et à partir de ce moment-là, qui se considèrent comme des points focaux en charge de l'hébergement et de la restauration pour répondre au comité central. Le président du COCAN s'est dit satisfait et rassuré des informations reçues à l'issue de la rencontre.
Jean-Sylvain Esso au commentaire. Les membres de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ont rendu un dernier hommage à un Dalar décédé le 27 avril dernier, le professeur Fouabi Kouaou, professeur d'entomologie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il était à la retraite. C'était au sein de l'école normale supérieure. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce qu'il faut également savoir en religion, c'est que cela fait 85 ans que l'église catholique Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville existe. Le clergé et les fidèles de la paroisse ont célébré ces noces d'uranium. C'était en présence du ministre François-Albert Amichia, maire de la commune de Trècheville. Godefroy Kambawa. L'église Saint-Jeanne d'Arc de Trècheville a 85 ans d'existence. Les fidèles chrétiens dans l'allégresse ont chanté et dansé à la gloire de Dieu en présence du ministre François-Albert Amichia, maire de la commune, et de plusieurs personnalités. L'église catholique de Côte d'Ivoire a fêté ses 125 ans d'évangélisation et la paroisse Saint-Jeanne d'Arc 85 ans aujourd'hui. De Saint-Jeanne d'Arc sont sortis de nombreux prêtres. Qu'on multiplie les vocations et que nous puissions créer un cadre de vie agréable pour nos prêtres, mais également pour tous les habitants de Trècheville, afin qu'ils trouvent ici, dans cette paroisse, un havre de paix, un havre de recueillement, un lieu où on loue le Seigneur, mais également un lieu où on sert son prochain. Voir une paroisse, on a nos mémés qui sont là depuis très longtemps, elles ont vu la paroisse, et chaque année, la paroisse grandit, elle se renouvelle. Et nous qui sommes encore sur la paroisse, nous ne faisons que suivre les pas de nos anciens. Raphaël Souroukou, curé de la paroisse, a exprimé sa gratitude, occasion pour lui d'inviter les fidèles à aider l'église dans le projet de réhabilitation de la paroisse. Après 85 ans, c'est nous-mêmes à qui revient de prendre en charge notre église pour son embellissement. Certains l'ont fait, nous devons continuer et d'autres viendront par la suite. Pour sa part, Pierre Claver Yesso, vicaire général du diocèse d'Abidjan, représentant son éminence, Jean-Pierre Cardinal Coutouin, archevêque d'Abidjan, a rendu hommage aux bâtisseurs et pionniers de cette paroisse. Merci. Voilà, et nous sommes donc avec notre invité. Place au Dimanche Magazine. Merci à monsieur le commissaire général des États généraux de l'éducation nationale de l'alphabétisation, monsieur Binet, John Francis, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonjour monsieur Guivet, merci à vous. Alors avec vous, nous parlerons des États généraux de l'éducation nationale de l'alphabétisation, mais cette question qui semble cruciale, voire capitale, de quoi souffre le système éducatif ivoirien ? Au nom de Madame le ministre, le professeur Mariatou Koné, je vous en prie. Je voudrais vous dire merci. Merci à la RTI et merci également à toute la presse écrite et parlée qui également nous accompagne dans cet exercice. Pour répondre à votre question, je dirais que notre école souffre d'une crise de positionnement, d'une crise de confiance et d'une crise de performance. Pour résumer, en gros, tout ce que, au cours de la cérémonie de lancement, nous avons entendu. Alors, pour essayer de résumer ce que vous avez dit, le diagnostic que vous venez de faire, est-ce qu'on peut dire que ces États généraux viennent comme une sorte de remède miracle pour aider justement le système éducatif ivoirien à repartir de plus belle? Dire que c'est un remède miracle, c'est un peu trop fort. Mais compte tenu des attentes des Ivoiriens, compte tenu de ce que nous avons déjà perçu à travers la mobilisation que nous avons eue le lundi, ça vient comme une opportunité, une réponse à une attente très forte de la population, de la communauté nationale, de la communauté internationale, par rapport à ce que l'école ivoirienne devrait offrir comme produit. Vous connaissez sans doute avec moi que, vous conviendrez avec moi que aujourd'hui, nous avons des exigences au niveau du développement social et économique, compte tenu des ambitions de notre pays, compte tenu également des exigences liées à la compétitivité et à la mondialisation. Aujourd'hui, l'école ivoirienne devrait pouvoir former des jeunes gens, offrir à notre nation un capital humain qui ne souffre de comparaison avec aucune autre nation
qui soit de même niveau de développement que la Côte d'Ivoire. Et vous faites bien de le signifier, mais nous aimerions savoir si ces États généraux peuvent être considérés comme une forme de procès aux gouvernances passées. Parce que si aujourd'hui on organise des États généraux, c'est bien parce que quelque part, quelque chose n'a pas marché. Je voudrais dire pour la deuxième fois déjà, haut et fort, que l'organisation des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ne sont pas un procès contre une quelconque gouvernance. Du moins, c'est de la gouvernance passée. Le Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi, disait qu'il fallait s'arrêter, faire une pause. Et nous pensons que dans la dynamique du mot qu'il a utilisé, repositionnement, la Côte d'Ivoire affichait des ambitions. Et il était normal que par rapport à ces ambitions, et au regard des défis qui sont les nôtres, les contraintes que nous vivons, nous puissions dire, est-ce qu'aujourd'hui, dans la trajectoire que nous avons empruntée, avec la trajectoire que nous avons empruntée, nous sommes en mesure d'atteindre les objectifs de performance assignés à notre école. C'est cela le sens de la pause qui est faite, et c'est cela également le sens de l'espace qui est offert à toute la communauté nationale et internationale de pouvoir interroger nos systèmes, les processus, les pratiques, les résultats au regard des moyens qui ont été massivement mis à notre disposition. C'est cela le sens des États généraux, non un procès contre qui que ce soit. Et justement, pour essayer de comprendre le déroulement et les enjeux de ces États généraux du système éducatif ivoirien, je vous invite à suivre cet élément réalisé par notre reporter Alexis Ouedraogo. Pour les États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation, élèves, parents d'élèves, acteurs du système éducatif et de la société civile répondent présents. Avec ces assises, l'État veut recueillir analyses et propositions de tous les acteurs, donner un souffle nouveau à l'école et faire de l'éducation un levier du développement. Les concertations qui vont durer 6 mois de juillet à janvier 2022 permettront de repenser le système éducatif, renforcer sa résilience et définir un consensus autour de l'école. Initiatrice de ces États généraux, la ministre Mariatou Koné n'a pas manqué d'honorer ses prédécesseurs et partenaires à l'éducation. Pour elle, il faut aujourd'hui s'accorder sur un diagnostic en vue de faire émerger une école de qualité. Une plateforme numérique devrait être mise en place vers le 25 juillet pour permettre une participation massive des populations aux enquêtes et focus group. Notons que ces États généraux sont les 4e qui se sont tenus dans le pays après les années 77, 85 et 94. Alors, M. Binet, en organisant ces États généraux, le ministère de l'Éducation nationale prend à bras le corps les attentes et les attentes des populations enregistrées, on va dire, sur un certain nombre d'années. Est-ce que vous avez le sentiment que ce pari pourra véritablement être tenu? Oui, je pense que si ce pari ne pouvait pas être tenu, je pense que Madame le ministre n'a pas engagé la communauté nationale et internationale dans un tel processus. Nous croyons que ce pari peut être tenu. Nous donnons la possibilité à la communauté, à travers diverses modalités de consultation et de concertation, de pouvoir s'exprimer. Mais nous avons essayé de donner des garanties à travers des principes qui soient clairs et qui soutiennent la démarche. Nous avons également veillé à ce que toute la population, depuis le niveau local jusqu'au niveau national, puisse participer. Nous prenons sur nous de préparer les missions pour faire en sorte que, au niveau local, au niveau des régions, au niveau des districts, ceux qui vont organiser sur place ces concertations aient tous les moyens en termes de cahier de charges, à la fois pour la préparation, pour la conduite, pour le rapportage, en sorte que nous puissions recueillir les avis, les opinions, les propositions, les recommandations de tous les Ivoiriens, qu'ils soient d'ici comme d'ailleurs. Et qu'est-ce qui vous garantit que ces États généraux ne seront pas un cadre d'échange de plus? Nous avons identifié 4 phases par rapport à la mise en place, au déroulement des États généraux. La dernière phase est celle de la capitalisation et de la pérennisation. Nous proposons que soit discuté et mis en place un mécanisme
qui permettent le suivi de l'application de toutes les directives que le président de la République, le président Alassane Ouattara, voudra bien donner pour que soient appliquées ces résolutions des États généraux. En français facile, ça veut dire quoi? En français facile, ça veut dire que nous mettons en place toutes les conditions pour que soient appliquées et soient suivies toutes les mesures qui viendront de ces États généraux. Alors, qui participe de façon effective à cet événement? Qui sont les acteurs qui sont en première ligne ou tous se sont logés à la même enseigne? Non. Les acteurs, évidemment, prendront part à ces assises qui seront déclinées en plusieurs modalités, mais il y a également les partenaires de l'école, les partenaires sociaux, il y a également les parents d'élèves, il y a également la jeunesse qui est concernée, qui nous lui donnons la possibilité de pouvoir s'inscrire, se connecter, s'inscrire pour participer au niveau de la plateforme numérique à tous les échanges, les focus group, les forats qu'il va avoir, les enquêtes qu'il va avoir, pour que nous sachions exactement qu'est-ce que cette jeunesse pense de cette école, qu'est-ce qu'elle souhaite pour son éducation, et permettre également que nous puissions prendre en compte les propositions qui seront faites. Il y a au-delà de tout ce que j'ai cité, il y a les religieux, les leaders d'opinion, le citoyen lambda qui va participer, qui veut bien participer et à qui on donne la possibilité de s'exprimer. Alors, des consultations, on l'a compris, qui vont intégrer toutes les couches sociales, mais de façon pratique, comment est-ce que ça va se passer? De façon pratique, comment ça va se passer? Nous avons des concertations qui vont se passer au niveau régional, dans 31 régions, qui seront organisées par les acteurs des régions, les acteurs politiques, les acteurs du système éducatif qui sont sur place et qui vont organiser ces concertations et qui vont appeler, inviter tous ceux qui représentent des entités précises, des entités sociales au niveau de ces régions et qui vont participer et discuter sur la base des thématiques que nous leur proposons. Ces thématiques, il y en a 7. Elles seront déclinées en sous-thèmes pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir échanger et, si possible, épuiser ces thématiques et ces thèmes. Nous passerons ensuite au niveau des districts. Nous donnerons également la possibilité aux districts de pouvoir faire leur introspection et de pouvoir livrer des recommandations, proposer des mesures pour l'ajustement de notre système éducatif. Nous aurons également donnerons la possibilité à l'Ivoirien lambda qui n'a pas accès à ces salles, qui n'a pas accès à la plateforme numérique, de pouvoir, à travers des rencontres populaires, pouvoir s'exprimer. Nous allons encadrer ces rencontres. Nous allons leur permettre de répondre à des questions et de pouvoir livrer leur impression, donner leur avis et faire des propositions également. Et combien de temps est-ce que vous vous donnez pour la mise en œuvre de tout ce programme-là que vous venez de dérouler? Nous nous donnons 6 mois à partir du lancement, le 19 juillet. Et parce qu'en 6 mois, vous pensez que c'est possible? Oui, nous pensons que c'est possible. Nous avons simulé toutes les hypothèses au niveau du temps, de la planification, et nous sommes dit que se donner 6 mois, c'est peut-être, au-delà de 6 mois, c'est peut-être trop, mais 6 mois, nous pensons que c'est raisonnable. Nous nous sommes donnés dans les 6 mois de lancer la plateforme numérique, de préparer les missions de terrain, d'organiser les concertations selon le processus que je vous ai indiqué et de recueillir tous les avis, de faire le rapportage, de préparer les journées des États généraux que nous prévoyons pour le mois de janvier 2022. Et à quel type de conclusions pertinentes vous vous attendez rapidement pour terminer? Quel type de positions pertinentes? Par rapport aux 7 thèmes qui ont été énoncés, nous pensons que, si je prends l'exemple du premier thème, qui est celui de la finalité et du cadre légal, quelles sont les finalités? Est-ce qu'aujourd'hui, les finalités assignées à l'école correspondent à nos ambitions, correspondent aux attentes de la population, correspondent aux attentes de la nation? Il y a lieu
d'interroger ces finalités et de proposer des finalités nouvelles qui tiennent compte également d'un certain nombre de circonstances, comme aujourd'hui, il y a des thématiques, il y a les effets des maladies comme la Covid qui sont venues et qui nous amènent à nous interroger par rapport à la résilience de nos systèmes. Merci, Monsieur Binet. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Juste avant de conclure, je rappelle que nous recevions ce dimanche, dans le cadre du magazine de 13h, Monsieur le commissaire général des États généraux de l'éducation nationale de l'alphabétisation, Monsieur Binet John Francis, avec qui nous avons parlé des enjeux et perspectives des États généraux de l'éducation nationale de l'alphabétisation. Nous espérons que vous avez été instruits sur la question. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.